Immobiles, ces organismes se nourrissent du plancton animal qu'ils filtrent de l'eau de mer, soit de manière active, comme chez ces acidies, qui possèdent 2 ouvertures. L'eau est pompée au niveau d'un premier siphon inhalant, puis tamisée au passage d'une sorte de peigne qui va retenir les micro-organismes et finalement expulsée par un siphon exhalant. Les gorgones filtrent quant à elles l'eau de manière passive lors de son passage et s'orientent donc perpendiculairement au courant dominant. Dans le parc de Raja Ampat, le corail est en pleine forme et offre toutes les possibilités d'abri pour la faune marine. Sa structure en 3 dimensions décuple le nombre des cachettes que les organismes du récif se partagent, se disputent ou s'accommodent. La présence du corail rassure, attire la vie, concentre la vie et l'alimente. Dans les récifs de Raja Ampat, tous les maillons de la chaîne alimentaire sont pleinement représentés. Depuis les holothuries, ou concombres de mer, qui se nourrissent de la matière organique enfouie dans les sédiments, jusqu'aux prédateurs, comme les requins ou cette carangue. Tous ces organismes ont un rôle clé et participent à l'équilibre général de cet écosystème. Voici maintenant un petit aperçu de la diversité et de la vitalité des coraux constructeurs que l'on trouve ici. Les récifs se développent sur des fonds rocheux éclairés et grandissent vers la surface de manière à recevoir toujours plus de lumière, s'élancer vers le ciel ou s'étendre telle une parabole. En effet, ces coraux, bien qu'animaux, hébergent dans leur tissu des petites algues microscopiques unicellulaires appelées zooxanthelles. Ces zooxanthelles symbiotiques utilisent l'énergie solaire et les éléments inorganiques dissous pour produire une partie de la matière et de l'énergie nécessaires au corail pour sa croissance. Cet apport peut représenter jusqu'à 70% pour certaines colonies. Se répartir et adapter leur forme en fonction de la force hydrodynamique des vagues, en forme de plateau, de boule, branchue, en croûtante ou en feuille. Chacune de ces colonies, identifiables par leur forme, leur couleur, sont toutes constituées d'une armée de petits polypes qu'on peut assimiler à des anémones en miniature, qui possèdent toutes le même patrimoine génétique, le même ADN, issu des divisions successives à partir d'une même et unique cellule embryon. Les chercheurs ont estimé que les plus vieilles colonies de coraux pouvaient être âgées de 5000 ans. Il existe aussi des coraux mous, qui ne participent donc pas à l'édification des barrières récifales. Leur maintien est assuré par des petits osselets, les spicules, et sont littéralement remplis d'eau de mer sous pression. Ces coraux sont alcyonnaires, par opposition aux coraux durs que l'on nomme scléractiniaires. Tous deux appartiennent au grand embranchement des cnidaires, qui signifie orties de mer, car ils sont dotés de cellules urticantes. Les récifs coralliens sont vraiment de jolies maisons. Le monde du silence donne une sensation de paix, qui n'est qu'illusion. Ici, règne une violence inouïe. Dès la naissance, une lutte féroce s'engage pour la survie de chacun dans un monde de compétition où tous les équilibres sont précaires. La vie des animaux marins n'est ni oisive, ni facile. Dans la nature, il n'y a pas de pitié, pas de générosité, mais il n'y a pas de cupidité ni de mépris non plus. Dans cette mégalopole sous-marine, la concentration de vie est telle que pour espérer exister, survivre et assurer sa descendance, les habitants du récif ont dû apprendre à s'organiser. Au fil de l'évolution, chaque espèce vivante a mis au point des stratagèmes pour s'assurer la nourriture, la protection et l'espace. Le mécanisme de la sélection naturelle a permis aux espèces les mieux adaptées de survivre et les pousser si besoin à toujours plus de spécialisation. Dans les milieux sains, le facteur limitant est toujours la quantité de nourriture. Et le premier enjeu, manger et ne pas être mangé. Les espèces ont pu se spécialiser dans l'attaque, dans la défense, dans la fuite, sur un spectre de nourriture très ciblé, mais aussi dans les services qu'ils rendent, dans les espaces qu'ils occupent. Le mécanisme de la sélection naturelle est constant, s'affine perpétuellement, tend à isoler des populations et leurs gènes, et de cette manière contribue encore de nos jours à créer de la biodiversité.
Toutes ces stratégies sont omniprésentes dans les récifs si riches de Raja Ampat, car les espèces vivent aux côtés de leurs prédateurs. L'un de ces requins tapis se cachait tout à l'heure derrière le banc de milliers de petits poissons de verre. Certaines fois, en contournant simplement un rocher, le décor peut être radicalement différent et nous paraître plus sombre et hostile. Il n'est pas interdit d'avoir peur des requins, mais il ne faut jamais oublier que bien plus que les dents de la mer, ce sont avant tout les seigneurs de la mer. De nombreuses espèces sont aujourd'hui menacées, car pêchées de manière souvent illégale pour le commerce de leurs ailerons. À cause aussi d'une stratégie reproductive atypique. Ils atteignent l'âge de la maturité sexuelle tardivement, suivi d'une période de gestation longue, de 7 mois à 2 ans, et un nombre de petits par portée généralement faible. L'effondrement exponentiel de leur stock est dramatique, quand on connaît leur importance dans la chaîne trophique, car ce sont aussi les éboueurs de la mer. Sa tête plate comme son corps ne nous laisse entrevoir aucune dent, et on remarquera plutôt les expansions cutanées tout autour de sa tête. Elles sont là pour parfaire son camouflage et le rendre invisible à la vue des animaux qui passeraient à sa portée, lorsque justement il est tapis sur le fond. Le pire qu'on ait à craindre de ce requin n'excédant pas les 1,25 m de long serait de ne pas le voir et de se faire alors surprendre. La technique du camouflage est très souvent utilisée par les animaux du récif. Toujours lors de l'approche de chasse ou au contraire pour se protéger. Les rascasses de toutes les mers sont douées pour le camouflage et savent aussi se poster. Ont-elles une bonne vue? Le poulpe mimétique peut faire varier ses couleurs de manière très fidèle à son environnement afin de paraître très banal. Avec une finesse et une réactivité rendues possibles grâce à un sens visuel très développé, allié à un système de cellules pigmentées de sa peau très performant. Cette petite crevette tente de se fondre sur l'algue où elle se cache, recherchant ainsi protection et tranquillité. Tout comme ce coquillage allongé qui imite parfaitement la couleur et l'apparence de la gorgone où il s'abrite. Un autre moyen de passer inaperçu, c'est d'être transparent, tout simplement. Bien joué la crevette! Et encore bien joué, car elle mise aussi sur le travail d'équipe. À l'abri des prédateurs, entre les tentacules urticantes de l'anémone, pas pour elle en tout cas, protégée par sa carapace de chitine. La relation avec le poisson clown est moins évidente et tient davantage à de la simple colocation ou du voisinage. En effet, bien souvent, la solution tient dans l'association. La symbiose entre les poissons clowns et leurs anémones en est l'exemple le plus populaire. Une autre association tout aussi vitale existe entre cette blénie, qui assure la vigie, et cette crevette aveugle. Infatigable, celle-ci déblaye avec efficacité et minutie les sédiments qui obstrueraient l'abri qu'ils partagent. À l'extérieur, elle garde en permanence l'une de ses antennes en contact avec le corps du poisson partenaire. Le mutualisme est une autre catégorie d'association. Cette fois non essentielle, mais profitable aux deux partenaires, comme chez ce poisson labre nettoyeur qui offre ses services de déparasitage. Il vient se nourrir des parasites présents sur la peau, dans les branchies et la bouche de tous autres poissons. Égard à celui qui viendrait croquer ce gentil médecin, il sera à coup sûr mal vu par tout le récif. L'association peut aussi se faire en famille. Très souvent, les bancs sont constitués d'organismes de même âge et donc approximativement de même taille. Comme pour ces jeunes poissons demoiselles qui se réfugient dans les branches du corail à la moindre alerte. Rester groupé permet de ne paraître qu'un, et donc plus gros, dans un but dissuasif. Dans le cas d'une attaque, cela permet de semer le trouble chez les prédateurs, qui auraient alors du mal à se concentrer sur une même proie. Ce groupe monospécifique de gatrins rubans tolère aussi la présence dans leur formation de deux autres poissons. Un autre gatrin à bande diagonale et un louchan noir. Ce groupe d'une trentaine d'individus et d'une longueur moyenne de 40 cm reste placide et ne semble pas perturbé par mon approche.